Un diadème de mariée n'est pas qu'un simple ornement. Pour une famille royale, c'est une relique inviolable, un symbole de continuité et d'histoire figée dans le platine et les diamants. Mais que se passe-t-il si la future épouse, en entrant dans ce cercle, ose défier la tradition? Que se passe-t-il si elle exige de modifier l'histoire elle-même, de refaçonner un trésor à sa guise? Les journaux ont vanté l'élégance de Meghan Markle, mais dans les coulisses du palais, on murmurait l'existence d'un scandale qui aurait pu altérer à jamais la perception que l'on avait d'elle. Est-il vrai que la duchesse de Sussex aurait insisté pour faire modifier le diadème de la reine Mary en y remplaçant son emblématique pierre centrale? Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux, en distinguant les faits du mythe. Nous tenterons de comprendre si cette relique a réellement été altérée et, le cas échéant, à quel prix, joaillier, historique et peut-être personnel. Pour saisir toute l'histoire de ce diadème, il faut remonter aux années 30 du XXe siècle. C'était une époque de contraste, celle du style art déco élégant, du jazz et des bouleversements fulgurants, mais aussi une période assombrie par le pressentiment d'une tempête mondiale imminente. La joaillerie délaissait alors l'opulence et les fioritures des décennies précédentes au profit de lignes épurées, d'une géométrie stricte et d'une beauté fonctionnelle. Aux diadèmes hauts et majestueux succédaient des tiares bandeaux légères et gracieuses, portées bas sur le front, presque comme un bandeau, ce qui conférait à la silhouette une audace et une modernité inédites. Au cœur de cette narration se dresse l'une des figures les plus marquantes de l'histoire des joyaux de la couronne britannique, la reine Mary de Teck, grand-mère d'Élisabeth II. Elle n'était pas seulement une gardienne, mais une collectionneuse passionnée et, plus importante encore, une réformatrice. La reine Mary ne craignait pas les changements et, avec un goût inégalé, elle insufflait une nouvelle vie aux parures anciennes, les faisant vibrer à l'unisson d'une ère nouvelle. Pour elle, les trésors n'étaient pas des artefacts figés dans le temps. Ils constituaient une matière vivante et malléable, propice à la création. L'histoire de notre diadème débute bien avant sa conception, en 1893. C'est alors qu'encore princesse Mary de Teck, elle épouse le futur roi George V. Parmi les présents de mariage, elle reçoit une magnifique broche du comté de Lincoln, un bijou classique de son époque, composé d'un saphir central entouré de 9 imposants diamants. Pendant près de 40 ans, cette broche demeure dans son écrin, précieusement conservée comme un souvenir de ce jour mémorable. Et c'est ainsi qu'en 1932, la reine Mary prend une décision. L'époque avait changé, et cette broche victorienne empreinte de sentimentalité devait trouver une nouvelle incarnation, plus en phase avec son temps. Le dessein était audacieux et élégant, non pas simplement créer un nouveau diadème, mais faire de la broche ancienne son cœur, l'élément central autour duquel s'articulerait toute la composition. Ceci devait tisser un pont entre passé et présent, un symbole de respect pour la tradition et d'ouverture à la nouveauté. Pour concrétiser une tâche aussi délicate, seuls les meilleurs des meilleurs pouvaient être choisis. L'exécution fut confiée à la maison de joaillerie Garrard, dont le nom était synonyme de la plus haute qualité et d'un goût irréprochable. Étant les joailliers officiels de la couronne depuis 1843, les maîtres de Garrard comprenaient mieux que quiconque l'art de travailler avec des reliques historiques. Leur mission consistait à créer pour la reine non pas un simple accessoire de mode, mais une œuvre d'art digne du trésor royal. Oublions un instant ses propriétaires et considérons le diadème lui-même comme une œuvre d'art à part entière. Devant nous se déploie la quintessence du style art déco, son hymne à la pureté géométrique et au luxe mesuré. Ce n'est pas une couronne massive, conçue pour écraser par sa grandeur. C'est un ornement léger, presque aérien, imaginé pour sublimer et non pour éclipser la beauté de sa propriétaire. La base du diadème est un ruban souple, ou bandeau, façonné en platine. Le choix du métal n'est pas fortuit.
C'est au début du XXe siècle que le platine, avec son éclat froid et aristocratique, sa robustesse et sa légèreté, a supplanté l'or et l'argent dans la haute joaillerie. Il permettait de créer des montures d'une finesse incomparable qui semblaient se dissoudre pour ne laisser visibles que les pierres elles-mêmes. Les maîtres de Garard ont assemblé le bandeau à partir de 11 sections mobiles, ce qui représentait une véritable prouesse d'ingénierie. Grâce à cela, le diadème ne pesait pas lourdement sur la tête, mais l'épousait avec grâce, tel un ruban tissé de lumière, s'adaptant à chaque mouvement. Chacun de ces 11 segments est constellé de diamants de taille ancienne sertis en pavé. Il ne s'agit pas d'un simple semis de pierre, mais d'un tissu scintillant continu, où le métal est presque imperceptible. Les joailliers ont œuvré à créer l'illusion d'une rivière de diamants unifiés, où chaque pierre capte et reflète la lumière, transformant le diadème en un flux de feu ininterrompu. Le motif géométrique complexe, alternant des éléments ovales et carrés, instaure un rythme et une profondeur qui ne lassent jamais le regard. Mais le cœur de la composition, son épicentre sémantique et visuel, est bien sûr cette broche de 1893. Elle est fixée au centre du bandeau et peut être retirée, un bijou transformable, tant apprécié par la reine Mary pour sa praticité. Dans sa forme originelle, la broche se présentait comme un saphir imposant, d'un bleu profond, auréolé de 9 splendides diamants. Ce contraste entre le feu froid des diamants et la profondeur veloutée du saphir créait un puissant effet dramatique, captivant tous les regards. Imaginez un instant que vous la teniez entre vos mains. Vous en sentiriez le poids agréable, palpable, mais jamais oppressant, le poids de l'histoire et d'un métal noble. En la touchant, vous percevriez la fraîcheur du platine et la douceur des facettes polies. Et si vous l'exposiez à la lumière, elle exploserait en milliers d'étincelles glacées, tandis qu'en son centre seul brûlerait une unique et mystérieuse flamme bleue. Ce bijou n'était pas conçu pour l'éclat vif du jour, mais pour le scintillement des bougies et des lampes électriques des salles de bal, où il pouvait déployer toute sa magie. Il ne s'agit pas d'un simple assemblage de pierres précieuses et de métal. C'est une symphonie de lignes, de lumière et d'ombre parfaitement orchestrée. Le diadème de Mary de Teck est un monument à son époque, une époque d'élégance, de décisions stylistiques audacieuses et d'un profond respect pour un passé qu'il est possible et même nécessaire de tisser dans la trame du présent. Contrairement aux attentes, la première apparition publique du diadème ne fut pas un événement retentissant claironné par tous les journaux. Son inauguration fut discrète, presque intime, et c'est en cela que résidait son charme singulier et simultanément son drame. Les écrins de la reine Mary dans les années 1930 constituaient un véritable océan de magnificence. Après la révolution en Russie et les bouleversements économiques en Europe, les trésors des dynasties déchues affluèrent sur le marché, et la reine, dotée d'un sens aigu et des moyens nécessaires, devint la propriétaire de parures véritablement légendaires, y compris les célèbres diadèmes impériaux russes. Face à ces chefs-d'œuvre grandioses, imprégnés d'une histoire tragique, le nouveau diadème bandeau, épuré, semblait trop modeste, trop discret. Sa géométrie élégante et son scintillement froid étaient un murmure raffiné au sein du cœur tonitruant des diamants et perles des Romanov. La reine Mary appréciait sans conteste le goût impeccable et le savoir-faire des joailliers Garard, mais pour les réceptions d'état officielles, où il s'agissait de démontrer toute la puissance et l'inviolabilité de l'Empire britannique, elle optait pour des diadèmes plus imposants et d'une plus grande portée historique. C'est pourquoi le nouveau diadème ne devint pas son favori pour les apparitions publiques. Il fut plutôt un trésor personnel, un ornement pour les dîners de famille ou les soirées informelles, lorsque l'on recherchait l'élégance sans ostentation excessive. C'est précisément la raison pour laquelle si peu de photographies de la reine Mary portant ce bijou nous sont parvenues.
Son premier triomphe ne résida pas dans les regards admiratifs des courtisans et les éclairs des appareils photographiques, mais dans la satisfaction personnelle de sa propriétaire, qui avait obtenu exactement ce qu'elle avait imaginé, l'incarnation parfaite de l'esprit du temps, à la fois moderne et intemporel. Ce diadème devint le reflet d'une autre facette de la personnalité de la reine, non pas l'impératrice redoutable, mais la femme au goût délicat et progressiste, appréciant la pureté des lignes et la conception fonctionnelle. Il ne devint pas le symbole de son statut, mais celui de son style. Le bijou fut apprécié à sa juste valeur par sa propriétaire, mais ne connut pas une grande renommée auprès de ses contemporains. Ainsi, presque aussitôt après sa création, ce chef-d'œuvre s'enfonça dans un long sommeil. Il ne fut pas oublié, il se contenta de prendre sa place dans les trésoreries royales, cédant la scène à des homologues plus célèbres et plus imposants. Son heure de gloire, son véritable et éclatant triomphe, était encore à venir. Le diadème semblait attendre son heure et son héroïne, celle qui, près d'un siècle plus tard, le présenterait au monde sous un jour entièrement nouveau. 86 ans. Près d'un siècle, ce diadème a passé dans l'obscurité veloutée des trésoreries royales. Ayant été transmis par héritage de la reine Mary à sa belle-fille, la reine-mère Élisabeth, puis à sa fille, Élisabeth II, il n'était jamais apparu en public. La belle au bois dormant de platine et de diamants attendait son heure, et celle-ci sonna en 2018, alors que le monde se préparait au mariage du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle. C'est précisément ce moment qui marqua pour le diadème bandeau son véritable âge d'or. Le choix d'un ornement pour une mariée royale n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est toujours une déclaration politique et symbolique. Et le choix se porta précisément sur cette relique, en apparence oubliée. La décision, prise personnellement par la reine Élisabeth II, fut un acte d'une géniale clairvoyance. Alors que la presse spéculait sur le désir de Meghan de porter des diadèmes plus opulents et éclatants sertis d'émeraude, la reine lui proposa un bijou qui n'était pas une affirmation ostentatoire de richesse, mais un murmure raffiné d'un goût impeccable et d'une profonde compréhension de l'histoire. Et ce jour arriva, le 19 mai 2018. Lorsque Meghan Markle sortit de la voiture devant la chapelle Saint-Georges à Windsor, le monde retint son souffle. Elle portait une robe Givenchy sobre, presque ascétique, et sur cette toile immaculée, le diadème rayonnait d'une force inouïe. Il ne rivalisait pas avec la tenue, mais la parachevait, devenant l'accord final, parfait de l'ensemble. Fixé dans une coiffure lisse, il retenait un voile de 5 mètres, brodé de fleurs symbolisant chacun des 53 pays du Commonwealth. À cet instant, le diadème cessa d'être un simple ornement. Il devint un pont entre les époques et les cultures. Une relique, créée pour la grand-mère du monarque régnant, couronnait la tête d'une actrice américaine métisse qui entrait dans l'une des plus anciennes monarchies du monde. Son design strict, moderne pour son époque, dans le style Art déco, coïncidait étonnamment bien avec l'image même de Meghan, une femme moderne, indépendante et qui bouscule les codes. Des milliards de personnes à travers le monde ont regardé la diffusion. Pour elle, ce diadème n'était pas un parmi d'autres. Il devint instantanément le diadème de mariée de Meghan Markle. En un seul jour, d'artefact peu connu, il se transforma en icône, symbole de l'un des mariages les plus commentés du XXIe siècle. Il n'était pas un talisman que Meghan aurait porté constamment, mais il devint sa seule et la plus importante carte de visite joaillière dans l'histoire de la famille royale britannique. Ce fut sa seule apparition, mais elle fut si marquante qu'elle les inscrivit à jamais, elle et le diadème, dans les annales de la mode et de l'histoire. L'image radieuse de la mariée le jour de son mariage n'est qu'une façade, méticuleusement construite pour le public. Mais dans les coulisses de la cour royale, dans le silence des couloirs du palais,
L'histoire de ce diadème a pris son côté sombre et scandaleux, qui continue d'agiter les esprits et de susciter des controverses. L'histoire, connue dans la presse sous le nom de Tiara Gate, a commencé bien avant que Meghan ne s'avance vers l'autel. Selon des sources proches du couple et les mémoires du prince Harry lui-même, le choix du diadème de la reine Mary ne fut ni le premier ni volontaire. Initialement, Meghan Markle avait jeté son dévolu sur un splendide diadème kokochnik orné de grandes émeraudes. Cependant, ce choix aurait été bloqué par le palais. La raison officielle invoquée était les relations politiques tendues entre le Royaume-Uni et la Russie, et le diadème présentait des motifs russes évidents. Pour Meghan, ce fut un premier coup dur, qui devint encore plus douloureux lorsque, quelques mois plus tard, la princesse Eugénie, petite fille de la reine, porta ce même diadème à son mariage sans la moindre objection. Une autre légende, plus audacieuse encore, veut que Meghan ait sollicité le prêt du légendaire diadème Vladimir, l'un des joyaux les plus chers à la reine Élisabeth II elle-même. La réponse, selon les rumeurs, fut courtoise mais sans appel. La fiancée d'un prince britannique se devait d'épouser son prince paré d'un trésor national et non d'une relique empreinte de la tragique histoire de la maison Romanov. Vérité ou fabulation, il nous sera difficile de le savoir, mais ces récits ont indéniablement jeté les bases d'un conflit larvé. Pourtant, le scandale le plus retentissant, l'ombre la plus audacieuse jamais jetée sur l'histoire de la relique, ne découle pas d'un simple choix, mais d'une altération présumée. Des rumeurs persistantes ont circulé. Meghan, dans son désir d'une harmonie parfaite avec sa robe immaculée, aurait obtenu de la reine elle-même la permission de remplacer temporairement le saphir historique de la broche centrale par un imposant diamant issu de la collection royale. Aucune confirmation officielle n'a jamais été apportée, et les experts en joaillerie continuent de débattre avec ferveur, examinant les photographies de mariage au microscope. La seule idée qu'un artefact historique, une relique créée pour la reine Mary, puisse être modifiée au gré d'une nouvelle bru, fut perçue par beaucoup comme une audace inouïe. Cet écheveau de rumeurs et de conflits supposés donna naissance au mythe le plus sinistre. La reine, excédée par ses exigences et caprices, aurait, après le mariage, imposé à Meghan une interdiction tacite de porter des diadèmes. On murmura que ce fut une punition discrète, mais éloquente, la privant ainsi de l'un des principaux symboles de son appartenance à la famille royale. Pourtant, comme souvent, la vérité s'est probablement révélée bien plus prosaïque. En réalité, la brève durée de ses fonctions royales et le départ subséquent des Sussex pour l'Amérique n'ont tout simplement pas offert à Meghan d'occasion de parer de diadèmes, ces derniers étant l'apanage des événements d'État les plus officiels. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, et ces murmures, ces querelles et ces scandales sont à jamais entrés dans l'histoire de ce diadème, le transformant d'un simple ornement en un emblème de choc culturel et d'espoir déçu. L'image éclatante de la mariée le jour de ses noces n'est qu'une façade méticuleusement bâtie pour le public. Mais dans les coulisses de la cour royale, dans le silence des corridors du palais, l'histoire de ce diadème a pris une tournure sombre et scandaleuse qui continue de passionner les esprits et d'alimenter les controverses. L'histoire, connue dans la presse sous le nom de Tiara Gate, a commencé bien avant que Meghan ne s'avance vers l'autel. Selon des sources proches du couple et les mémoires du prince Harry lui-même, le choix du diadème de la reine Mary ne fut ni le premier envisagé, ni même volontaire. Initialement, Meghan Markle avait jeté son dévolu sur un éblouissant diadème kokochnik orné de larges émeraudes. Cependant, ce choix aurait été bloqué par le palais. La raison officielle invoquée fut celle des relations politiques tendues entre le Royaume-Uni et la Russie, le diadème présentant des motifs russes manifestes. Pour Meghan, ce fut un premier affront, d'autant plus cuisant que quelques mois plus tard, la princesse Eugénie, petite fille de la reine, parut coiffée du même diadème pour son propre mariage, sans la moindre objection. Une autre légende
plus audacieuse encore, veut que Meghan ait sollicité le prêt du légendaire diadème Vladimir, l'un des joyaux les plus chers à la reine Élisabeth II elle-même. La réponse, selon les rumeurs, fut courtoise mais sans appel. La fiancée d'un prince britannique se devait d'épouser son prince paré d'un trésor national et non d'une relique empreinte de la tragique histoire de la maison Romanov. Vérité ou fabulation, il nous sera difficile de le savoir, mais ces récits ont indéniablement jeté les bases d'un conflit larvé. Pourtant, le scandale le plus retentissant, l'ombre la plus audacieuse jamais jetée sur l'histoire de la relique, ne découle pas d'une altération présumée. Des rumeurs persistantes ont circulé. Meghan, dans son désir d'une harmonie parfaite avec sa robe immaculée, aurait obtenu de la reine elle-même la permission de remplacer temporairement le saphir historique de la broche centrale par un imposant diamant issu de la collection royale. Aucune confirmation officielle n'a jamais été apportée, et les experts en joaillerie continuent de débattre avec ferveur, examinant les photographies de mariage au microscope. La seule idée qu'un artefact historique, une relique créée pour la reine Mary, puisse être modifiée au gré d'une nouvelle bru, fut perçue par beaucoup comme une audace inouïe. Cet écheveau de rumeurs et de conflits supposés donna naissance au mythe le plus sinistre. La reine, excédée par ses exigences et caprices, aurait, après le mariage, imposé à Meghan une interdiction tacite de porter des diadèmes. On murmura que ce fut une punition discrète, mais éloquente, la privant ainsi de l'un des principaux symboles de son appartenance à la famille royale. Pourtant, comme souvent, la vérité s'est probablement révélée bien plus prosaïque. En réalité, la brève durée de ses fonctions royales et le départ subséquent des Sussex pour l'Amérique n'ont tout simplement pas offert à Meghan d'occasion de parer de diadèmes, ces derniers étant l'apanage des événements d'État les plus officiels. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, et ces murmures, ces querelles et ces scandales sont à jamais entrés dans l'histoire de ce diadème, le transformant d'un simple ornement en un emblème de choc culturel et d'espoir déçu. L'ère de ce diadème entre les mains de Meghan Markle s'est avérée d'une fulgurance éblouissante, mais d'une brièveté assourdissante. Sa fin ne fut point marquée par de bruyantes ventes aux enchères ou une transmission solennelle par héritage. Elle advint en silence, presque imperceptiblement pour le grand public, comme l'inévitable conséquence de l'une des ruptures les plus dramatiques de l'histoire contemporaine de la famille royale. La décision du duc et de la duchesse de Sussex de se retirer de leurs fonctions officielles. Ce moment, connu sous le nom de Megxit, devint la ligne de démarcation qui sépara à jamais Meghan des trésors royaux. Le retour du diadème dans les coffres ne fut pas une simple formalité logistique. Ce fut un acte lourd de symbolisme. Le bijou, qui le jour du mariage servait de pont, reliant la nouvelle duchesse à l'histoire séculaire de la monarchie, devint alors le symbole d'un lien brisé. L'atmosphère de cet adieu n'était pas tant empreinte de la tristesse de se séparer d'un bel objet que de l'amertume des espoirs envolés et de la fin d'un conte de fées que le monde entier avait suivi, le souffle coupé. Après sa seule mais triomphale apparition, le diadème replongea dans sa vie de l'ombre habituelle. Il regagna les chambres fortes ultra sécurisées du palais de Buckingham, redevint, de l'ornement le plus discuté de la planète, un simple numéro d'inventaire dans le catalogue des joyaux royaux. Dans la presse, des rumeurs absurdes circulèrent encore quelque temps, prétendant que Meghan avait emporté la relique avec elle en Amérique, avec l'intention de la vendre. Mais cela était impossible. Le diadème n'était pas un cadeau personnel, il avait été prêté par la couronne. Et les trésors de la couronne n'appartiennent pas à une personne, mais à une institution, et leur destin est soumis aux protocoles les plus stricts. Ainsi s'acheva ce chapitre court, mais éclatant. La porte du trésor royal se referma, et le diadème bandeau de la reine Mary retrouva le silence ouaté, aux côtés d'autres reliques, attendant sa prochaine entrée en scène mondiale. Pour lui, ce fut un retour au bercail. Et pour le monde,
Une confirmation silencieuse que l'ère de la duchesse de Sussex, en tant que membre actif de la famille royale, était définitivement et irrévocablement terminée. Bien que physiquement le diadème soit retourné dans l'obscurité du coffre, sa seconde naissance s'est produite précisément au moment de sa disparition du champ public. Il est revenu sur le devant de la scène, non pas sur un coussin de velours dans la vitrine d'un musée, mais dans l'immortalité numérique, dans la mémoire collective de milliards de personnes. Le mariage de 2018 fut pour lui non seulement un début, mais un point de non-retour, après lequel il cessa d'être un simple ornement historique pour se transformer en un phénomène culturel. Une réinterprétation complète de son essence eut lieu. Jusqu'à ce jour, il était un artefact pour un cercle restreint d'historiens et d'experts en joaillerie, le diadème bandeau de la reine Mary de 1932. Par la suite, il est à jamais devenu le diadème de mariage de Meghan Markle. Sa nouvelle lecture s'est retrouvée indissociablement liée à la personnalité et au drame de sa dernière porteuse. Désormais, en le contemplant, le monde ne voit plus seulement l'élégance de l'art déco, mais aussi une histoire d'amour, de rupture avec les traditions, de scandale et d'espoir. Il a absorbé toute la résonance de l'histoire contemporaine en devenant son silencieux témoin de diamant. C'est précisément cela qui a élevé sa valeur à une hauteur inaccessible. Il n'est plus question de carat ou du coût du platine. Sa valeur historique a été multipliée par dizaines. Ce n'est plus une simple relique de l'époque de George V. C'est un artefact clé dans l'histoire du règne d'Élisabeth II, un symbole de l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire récente de la monarchie britannique. Toute future vente aux enchères, si elle était possible, provoquerait un engouement comparable à celui des trésors de Wallis Simpson ou de la princesse Diana. Cet engouement est alimenté par son inaccessibilité actuelle. Sa seconde naissance est celle d'une légende, d'autant plus puissante que nous en voyons rarement l'original. Il est devenu une partie de l'ADN culturel mondial, le symbole d'un conte de fées moderne à la fin complexe. Le monde entier retient son souffle en attente de sa prochaine apparition. Qui et pour quelle occasion osera la porter la prochaine fois? Sera-ce un signe de réconciliation ou l'affirmation définitive d'un nouvel ordre? Chaque future apparition de ce diadème sera désormais examinée au microscope, comparée à cette unique sortie de Meghan Markle. Son retour triomphal sur la scène a eu lieu, et c'est à présent la scène de l'histoire mondiale, une pièce dont le dénouement n'est pas encore écrit. Aujourd'hui, le diadème bandeau de la reine Mary repose là où un trésor d'un tel rang se doit d'être, dans le sein des saints de la monarchie britannique, au sein de chambres fortes sous haute surveillance, où le temps semble s'être figé. Il n'est pas exposé à la Tour de Londres pour la contemplation de tous, comme les principales régalias de couronnement, et ne fait pas partie d'une collection muséale publique. Il appartient à la collection personnelle de joyaux du monarque, transmise de souverain à souverain. Son gardien n'est autre que l'éternité même de la couronne britannique. Son statut a changé de manière irréversible. Ayant vécu son heure de gloire, le diadème a achevé sa métamorphose, passant d'un accessoire élégant mais méconnu à un inestimable artefact historique. Ce n'est plus un simple ornement qu'une future mariée ou une princesse pourrait choisir pour une apparition officielle. Son histoire est devenue trop retentissante, trop emblématique. Toute apparition sur une autre personne provoquerait immédiatement une avalanche de comparaisons et d'interprétations. Il est devenu une sorte de relique non seulement de l'époque Art déco, mais aussi de l'ère des Sussex, et ce sillage lui restera à jamais attaché. Tenter d'évaluer sa valeur actuelle est une entreprise quasi insensée, car toute estimation financière ne serait qu'une pâle ombre de sa véritable signification. Son prix se compose de plusieurs strates. La première est sa valeur matérielle. Du platine de la plus haute pureté, des diamants d'une limpidité irréprochable et le travail virtuose de la maison de joaillerie Garrard.
La seconde strate, plus significative, est son illustre provenance royale, créée pour la reine Mary, possédée par Élisabeth II. Mais le facteur le plus important, celui qui multiplie exponentiellement sa valeur, est son histoire la plus récente. Son lien avec le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, l'un des plus médiatisés de l'histoire, a transformé son capital culturel en quelque chose d'incommensurable. Il est devenu un symbole, et pour des symboles d'une telle envergure, les sommes versées lors des enchères mondiales défient la logique du marché. À ce jour, il est, sans exagération, l'un des joyaux les plus précieux d'un point de vue historique de la collection royale britannique.